Les chroniques d'un podcasteur solitaire dans un web dangereux. Bird et son podcast. Un héros des temps modernes. Dernier recours des technophiles, high-tech addicts et autres geeks. Des news, des dossiers spéciaux, de la déconne et de la bonne humeur. C'est parti pour KidCast. Salut à tous, salut les nouveaux poditeurs de ce podcast. Bienvenue sur le KidCast numéro 1. Donc ça sera un podcast qui va traiter essentiellement de news high-tech, technologie, et aussi il y aura à chaque podcast un dossier un petit peu particulier, spécial, le dossier spécial. Voilà, donc pour me présenter, je m'appelle Bird, je suis informaticien de passion et de formation, c'est devenu mon métier. Je suis passionné de technologie, d'high-tech, d'expérimentation, voilà, tout ça. Et donc, je viens de l'Essonne, le 91, ce petit pays au sud de la région parisienne. Voilà, pour présenter un peu le sommaire de ce podcast, donc tout d'abord, on aura les techno-news, donc des news technologiques sur le high-tech, ça peut parler aussi bien de Google, on parlera de Google, on parlera de Twitter, on parlera de Gmail, etc., etc. Ensuite, un petit best-of des meilleures inventions, alors trouvées sur les sites de financement participatif. Pour le coup, là, il y aura que du Kickstarter. Mais pour les prochains, on se diversifiera un petit peu plus. Et puis ensuite, petites infos insolites sorties du fond de la toile que vous avez peut-être pas vu passer. Et pour finir, le dossier spécial, voilà, de chaque numéro. Aussi, donc, le site, je rappelle, kidcast.net, vous pouvez retrouver tous les podcasts, ainsi que dans les descriptions, tous les liens vers les sites et Kickstarter évoqués. Et vous pouvez réagir, bien entendu, en faisant des commentaires. Aussi... par rapport au dossier spécial d'aujourd'hui qui sera la permaculture, je vous invite à aller voir la première vidéo de la web-série El Jardinero, donc tournée par moi-même, qui explique donc dans ce premier épisode comment rempoter une plante. Pour la suite, il y aura peut-être des trucs un petit peu plus complexes et je ne sais pas combien d'épisodes. Voilà, allez, passons aux Techno News. Techno News. Première news, news Google. Alors, vous savez que jusqu'à présent, pour apparaître dans Google, il fallait passer par des outils de référencement. Alors, mettre des méta keywords dans son site, dans la partie HTML, dans la partie head, et en plus soumettre son site avec description, nom et mots-clés à Google. Aujourd'hui, on peut se déréférencer de Google. Alors en fait, si vous avez des informations à vous qui apparaissent dans les résultats, vous pouvez faire la demande qu'elles soient supprimées. Alors jusqu'à présent, c'était que en France, mais à la dernière nouvelle, la CNIL a fait appel à la Commission européenne pour faire cette décision, et donc Google va être obligé de supprimer les résultats même sur google.com ou google.be, etc. Parce que jusqu'à présent, c'était que sur google.fr. Voilà, news suivante. Twitter. Alors jusqu'à présent sur Twitter, on pouvait faire des tweets et les supprimer. Et aussi les hommes politiques, bien entendu, et ceux-là sont les premiers aussi à faire pas mal de bavures, on va dire, sous forme de tweets. Donc un site qui s'appelle PolitWhoops a décidé de recenser 5 années d'archives de tweets supprimés par les politiques dans une trentaine de pays. Donc on peut retrouver vraiment des tweets limite. Je vous invite à
à visiter le site politewhoops.com et d'aller jeter un œil par vous-même. Troisième news, la news Gmail. Alors, les spams, quelle horreur, ça nous pollue nos boîtes mail, on ne sait plus quoi en faire, moi-même j'en suis débordé, et soit donc on met en tant qu'indésirable pour que ça aille dans une petite boîte séparée, mais bon on les reçoit quand même, soit on va chercher dans chaque email le lien pour se désinscrire et on suit les désinscriptions. Aujourd'hui, Google, ce que nous apporte Google, c'est une modification de Gmail pour pouvoir avoir un lien dans le menu de l'application directement pour se désinscrire des spams qui, par définition, d'après une loi, alors je sais plus exactement laquelle, peuvent nous inscrire d'office et nous envoyer des pubs tant qu'on a le choix de pouvoir se rétracter. Donc Google rendra plus facile cette manipulation et c'est super cool. Dernière news, Retour vers le futur. Qui n'est pas fan de Retour vers le futur? Eh bien, je vous annonce que le 21 octobre à Lyon, la DeLorean du film le Retour vers le futur sera présentée au musée des Confluences de Lyon. Donc c'est pour inaugurer à la base en fait une exposition intitulée L'art et la machine. Et donc là c'est un petit clin d'œil au film de Robert Zemeckis. Voilà, bien entendu, vous pourrez la photographier, mais vous pourrez pas monter dedans. Par contre, il y aura une projection du deuxième volet de la saga gratuitement ce jour-là dans l'auditorium du musée. Voilà, donc on a fini pour les techno news. On passe au best-of des inventions. Best-of des inventions. Alors en best-of des inventions aujourd'hui, pour commencer, alors que des inventions de Kickstarter. La première invention, c'est un overboard. Alors c'est un overboard un petit peu particulier parce que celui-ci possède une roue, donc en fait on ne flotte pas dans les airs. Il a une roue de 25 cm, il pèse un petit peu plus de 11 kg et il dispose d'une autonomie de 16 km et peut atteindre les 25 km/h, donc ce qui est vraiment pas mal. Il se recharge alors en 16 minutes à peine. Et en plus, il dispose de petits éclairages à LED de toutes les couleurs pour pouvoir s'éclairer dans la nuit. Alors par contre, pour ce qui est du prix, pour avoir la version bêta directement en mai, il faudra débourser 10 000 $. Et pour les autres versions, sinon, c'est au moins 3 795 $. Sachant que lorsqu'il sortira, il sera encore plus cher. Voilà, la seconde invention, c'est un stabilisateur de caméra qui s'appelle Solid Luv. Alors Luuv. C'est alors un tout petit stabilisateur qui a une petite forme de poire et avec un petit trépied assez facilement. Donc il leur reste 36 jours à eux. Et sur les 100 000 euros, ils ont déjà récolté 125 540 euros de 720 contributeurs. Je vous invite à l'acquérir si vous en avez besoin. Il n'est qu'au prix de 99 euros, le trépied seul. Par contre, si vous voulez, et je pense que c'est mieux, le stabilisateur électronique, il faudra débourser 100 euros de plus, donc 199 euros. Mais c'est vraiment top, allez-y, c'est sur Kickstarter, vous tapez Solid Luuv et vous le trouvez. Ensuite, on passe au bras robotique. Ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. C'est un bras robotique pour tout le monde, Android, Arduino et open source. Donc sur 36 000 $, ils ont déjà récolté 151 442 $. Il leur reste 400 jours. 309 contributeurs les suivent. C'est en fait un bras
qui peut servir à tout. On peut tartiner du beurre, on peut couper des carottes, on peut faire à manger, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Il y a un environnement de programmation qui est fourni avec. C'est vraiment top, ça peut vraiment servir quelque part, dans une cuisine, dans un atelier. Ça a vraiment sa place partout. Ce bras, par contre, coûte donc dans les 499 dollars. Et si vous voulez en plus obtenir des données brutes, RAW, comme on dit, il faudra débourser 300 dollars de plus. Euh, voilà. Et pour la dernière invention, donc c'est le Rephone Kit, un téléphone en kit que vous pouvez construire vous-même. En plus, alors ce qui est trop marrant, c'est que la boîte, c'est juste un petit carton. Alors du coup, on peut faire la coque soi-même comme on veut avec de la peinture, avec des crayons. C'est vraiment free, quoi. Ils ont demandé 50 000 dollars. Ils ont déjà récolté 83 000 dollars. Il reste 34 jours. Déjà 1100 personnes les suivent. Le prix, c'est 12 euros pour un module GSM, 45 euros, pardon, dollars pour le module complet. Donc c'est vraiment donné. Et en plus, on peut fabriquer grâce à ça un téléphone pour son chien, un téléphone pour son hamburger, un téléphone pour tout et n'importe quoi. Ça peut avoir multiples applications. Je vous invite à taper ça sur Kickstarter, de chercher le Rephone Kit open source. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, bon, maintenant qu'on a fini la rubrique Best of Invention, nous allons passer à la rubrique des infos What the fuck. L'info what the fuck. Fuck. What the fuck. Fuck. Alors, première info insolite. Une employée d'une entreprise voulait se procurer l'iPhone 6S, comme beaucoup, et elle voulait aller faire la queue devant un magasin à l'ouverture pour le lancement de l'iPhone, devant un Apple Store. Son patron, voyant ça comme une perte de temps et de travail et d'efficacité, lui a prêté un robot. Alors, c'est des robots tablettes. Il y a des petits trous en bas, une tige et une tablette en haut. Et en fait, donc, cette femme s'est envoyé sur place un robot pour faire la queue à sa place. Le robot, en fait, représente son effigie et fait la queue à sa place pour acheter un iPhone 6S. Donc, c'est un petit peu insolite. Des gens sont pris en selfie avec devant le Apple Store, des mecs qui campaient devant le truc, quoi. Et après de la petite histoire, elle a dû quand même revenir à 6 fois pour recharger les batteries de son robot qui n'étaient pas vraiment très performantes. Voilà, seconde news, what the fuck, une pétition. Alors, des protecteurs des animaux ont déposé plainte au nom d'un singe qui a pris deux selfies de lui-même. En fait, un photographe, je me souviens plus son nom, était dans la jungle en train de faire des photos. C'est David Slater. Il a posé son trépied. Et il s'est absenté quelques minutes. Et sauf quand il est revenu, il a découvert le singe qui s'était emparé de son appareil photo et qui avait commencé à appuyer sur le déclencheur et qui s'est pris en photo lui-même. Donc lui, il a publié un livre avec cette photo en disant « Ouais, je suis le propriétaire de la photo, c'est normal, c'est moi qui ai pris la photo, c'est mon appareil. » Sauf que les gens ont porté plainte, enfin les défenseurs des droits des animaux américains ont porté plainte au nom du singe pour affirmer que cet animal est le propriétaire des clichés et non le photographe de l'appareil. C'est un peu insolite, ça pose la question vraiment de l'animal, de sa place dans notre société. Voilà, ce troisième info insolite, encore la folie des Apple addicts. Le génie du jour. Alors, un mec en Allemagne
a perdu son iPhone dans un étang. Il l'a fait tomber à l'eau. Donc sur le coup, il s'est dit je vais le récupérer. Il a demandé à un club de plongée qui était juste à côté de lui prêter des palmes et un tuba. Ils n'ont pas voulu lui prêter. Donc lui, à la nuit tombée, ce qu'il a eu comme idée, c'est de revenir avec un tuyau, mais un gros tuyau et une pompe, et de commencer à essayer de pomper l'eau et de tout vider dans les toilettes publiques. Alors je rappelle quand même que l'étang fait 2 millions de litres. Donc le gars avait vraiment de l'espoir. Sauf que surtout le problème, parce qu'il s'est fait choper, les toilettes n'étaient pas reliées au tout à l'égout, ce qui fait qu'elles se sont inondées, elles ont inondé tout le parking, et les flics sont arrivés et l'ont chopé. Alors lui, il déclare, en fait, il explique qu'il espérait pas retrouver son téléphone en bon état, mais il voulait juste sauver sa carte SIM. Donc voilà quoi, le génie du jour. Et le suivant, alors lui aussi c'est un génie, un délinquant. Alors c'est un gars qui avait violé sa probation dans le Maryland, hein, ça se passe aux States encore. En fait, au bout de 24 heures, la police en fait avait mis sur Facebook l'avis de recherche du gars en disant voilà, on le cherche si vous l'avez trouvé. Et lui, la bonne idée qu'il a eue, c'est de répondre dans les commentaires et de dire ouais, vous me trouvez pas, ouais, je suis là, ouais, vous êtes des nuls, jamais vous me trouverez et tout. Et donc, les flics, en moins de 24 heures, ils sont quand même armés de ce qu'ils savent faire. Et ils ont chopé les bonnes informations, ils ont recoupé tout ce qu'il fallait. Et pop, ils l'ont pécho, quoi. Enfin, en gros, quand vous êtes recherché, faut pas poster un commentaire sur son avis de recherche. C'est le meilleur moyen de se faire choper, quoi. Dernière news, what the fuck. Une voleuse. Alors, un gars, il est tranquille là, posé, pépère. Là, un couple lui chope son téléphone. Alors, ça se passe dans le bus. Lui, il écoutait la musique, hein, pépère. Le gars, il lui chope la meuf lui chope son téléphone. Donc, le gars, les courses, essaye de les choper, il n'y arrive pas et tout. Et les voleurs voient qu'il est tenace. Ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent le 911. Et ils disent oh, on est harcelé par quelqu'un et tout, machin, vite, venez. La police vient. Et le jeune homme, donc, qui les poursuivait pour récupérer son téléphone, dit bah non, je les poursuis, c'est des voleurs. Regardez, ils ont mon téléphone. Et ben en effet, les flics voient ça, fouillent tout le monde sur place, et la jeune voleuse avait en plus, malheureusement sur elle, du crack. Et alors là, pouf, c'était fini, en prison, voilà. Donc faut vraiment être con pour être voleur et appeler les flics soi-même pour se faire péter, quoi. C'est débile. Voilà, on en a fini des infos insolites, on va pouvoir passer sur le dossier spécial. Le dossier spécial. Eh oui, dossier spécial, permaculture aujourd'hui. Pour ce premier numéro, donc je vais vous parler, je vais être l'invité de moi-même. Voilà, donc je suis actuellement une formation à un CCP, une certification en permaculture à la ferme du Bec et Loing en Normandie, en Basse-Normandie. Et donc on apprend, alors, déjà je vais vous dire la permaculture, qu'est-ce que c'est ? La permaculture, c'est un ensemble de pratiques et de modes de pensée visant à créer une production agricole soutenable. C'est-à-dire, déjà, on va expliquer la définition. C'est-à-dire que on allie toutes nos pratiques pour que ça soit assez simple, pour que ça fonctionne sans mécanisation, pour pouvoir avoir du travail à la main assez simple, des choses toutes à côté. Par exemple, si le champ il est super loin, c'est chiant. S'il est juste à côté, c'est pratique. Pareil, les machines qu'on utilise, même si elles sont à la main, si elles sont nulles, c'est chiant. Si elles sont bien pensées, c'est très pratique. Et le but de tout ça est quand même d'avoir quelque chose de productif, d'avoir énormément de légumes, d'avoir des fruits, d'avoir à manger, d'avoir en fait tout à fait son terrain et pouvoir se faire pousser ses légumes sans avoir être obligé d'aller dans un supermarché, pouvoir profiter de son sol et d'être autonome, enfin pas forcément, mais
Si vous voulez créer une ferme permacole, le but étant bien entendu d'être autonome et de pouvoir faire pousser tous ces légumes sur peu de place. Donc très économe en énergie et respectueuse des êtres vivants et de leurs relations réciproques. C'est vraiment prendre en compte tous les aspects, toutes les choses, créer un système productif avec le minimum d'intrants, ne pas faire entrer du carburant, ne pas avoir à acheter du foin. C'est avoir sa production sur place, réserver une partie et faire que les déchets d'une des productions deviennent les ressources d'une autre. Vraiment boucler la boucle, un peu comme le compost, où quand vous avez des déchets de cuisine, vous pouvez les mettre au compost, mélanger avec des débris de végétaux que vous coupez dans vos jardins, et tout ça retourner plusieurs fois, soit plusieurs fois par jour, soit une fois toutes les 2 semaines, suivant les techniques, il y en a plusieurs, ou rajouter de la paille, mais arroser, ça marche, et ça vous donne de la terre. Donc on peut boucler la boucle, on n'a pas besoin de tout jeter. Donc c'est là que la notion de design devient importante parce que on va directement, si on veut faire une ferme ou qu'on veut faire un habitat autonome permacole, on va réfléchir à où on met son habitat par rapport déjà à l'ensoleillement, essayer de créer une maison, pourquoi pas géothermique, qui profite de l'ensoleillement et est bien exposée avec des pièces dites tampons pour pouvoir faire que la chaleur soit au bon endroit et le frais reste emprisonné dans les pièces situées au nord, et faire que le potager soit tout prêt pour que ça soit facile d'y mettre un coup de main, d'y jeter un œil. Les plantes aromatiques, pareil, c'est médicinal, on en a besoin tout le temps, il faut qu'elles soient juste à côté. Et après, des cultures telles que du foin, des céréales, une forêt de type forêt jardin, c'est-à-dire forêt comestible. Vous n'avez pas besoin d'autant d'entretien et vous pouvez donc tout de suite les positionner plus loin. Et donc, ça permet vraiment de se faciliter la tâche, en fait, tout simplement. Alors, tout ça passe par quand même la compréhension du sol, de comment est fait le sol, pourquoi on fait ci comme ça. Alors aujourd'hui, je dis quand même, c'est beaucoup d'expérimentation, c'est la recherche la permaculture, c'est quand même la recherche de savoir-faire qui était d'antan et qui fonctionnait et qu'aujourd'hui a été oublié par vraiment l'industrialisation, les pesticides, tout ce que vous savez. Je vais pas citer non plus tout le monde. Mais donc on oublie beaucoup de trucs qui sont bêtes, hein. C'est comme quand on entend des remèdes de grand-mère, on se dit ah ouais, il suffit de mettre du miel machin dans un truc pour avoir un sirop pour la toux. Ben oui, en effet c'est comme ça qu'on a fait pendant longtemps. C'est efficace, pas forcément pour tout le monde, mais c'est à essayer. C'est des expérimentations, c'est de la débrouille un peu quand même. Et donc quand même ça passe par une part de savoir. Le sol, c'est quoi? C'est de la matière organique en décomposition, mais pas que. C'est différentes couches comme on va dire différents continents ou une faune différente, des insectes, des animaux. Je dis des animaux vraiment microscopiques qui sont là et qui sont différents suivant les strates, qui n'ont pas les mêmes besoins. Alors, pour faire un petit cours vite fait sur le sol, la première strate tout en haut, c'est ce qu'on appelle la litière. La litière, donc on a les herbes, c'est vraiment une partie, une couche, une surcouche. Elle permet de retenir l'humidité dans le sol. La litière est très bonne, très fertile. On a beaucoup de micro-organismes dedans. Et après, quand vous creusez, vous tombez sur la terre, sur de la terre un peu plus, ce qu'on appelle de la terre franche. C'est une terre où il y a encore des lombrics, tout ça qui viennent manger, remonter. En fait, vous voyez différentes couches et plus on va au fond de la terre, plus on va près de la roche-mère, là où sont les minéraux. Et tous ces organismes qui travaillent dans le sol, en fait, sont là pour creuser, finalement, prendre ces minéraux et les remonter. Enfin, c'est ce qu'ils font. Ils sont pas là pour ça, mais c'est ce qu'ils font. Et leurs déjections sont ce qui compose notre terre. Et si on creuse vraiment, donc après cette couche,
on tombe sur du sable, de la terre très, très sableuse, et après on tombera sur la roche-mère, vraiment de la roche dure. Mais c'est là que sont les minéraux. On peut pas, on pourra pas faire pousser sans cette roche quand même. Elle fait partie de cet écosystème. Donc de savoir ça, ça permet déjà de comprendre que quand on laboure un sol, on le retourne pas n'importe comment, comme ça on se dit pas on retourne pas un sol. Autant en permaculture, on dit qu'on ne laboure jamais. Si ça peut arriver, il y a des cas où on constate que le sol est vraiment en creusant, on voit qu'on va pas retourner une plaque d'argile, parce que ça peut arriver de creuser et de tomber au bout de 10 centimètres sur une fine couche d'argile, et en fait c'est un tapis d'argile qui fait que quand l'eau s'infiltre dans votre sol, elle est freinée par ce tapis, elle ruisselle et elle va pas en profondeur. Donc votre terre en dessous, elle est totalement sèche. Et si vous retournez à ce moment-là la terre, cette plaque d'argile, elle va se retrouver sur le dessus, et là, vous faites un champ totalement imperméable. Et alors là, bah, le sol va s'étouffer, ça va être vraiment une connerie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'arrose pas une plante, on arrose le sol, on nourrit le sol. Arroser juste une plante, c'est en faire pousser une peut-être une fois, mais tuer son sol, elle va prendre dans le sol, elle va jamais rendre. C'est votre sol que vous devez vraiment chérir. Donc tout ça, que faire de ce sol et que planter? Et j'ai envie de dire, on va faire appel à la biodynamie. En fait, de base, vous allez planter ce que vous allez vouloir manger. Vous allez réfléchir à comment vous allez le faire. Et quand vous allez planter, vous allez faire ça intelligemment. Donc, comme on dit, en biodynamie, c'est-à-dire sur des rangs de salades, vous allez les planter avec de l'ail. L'ail va être un répulsif naturel contre certains ravageurs. Pas contre tous, mais contre certains. Comme vous pouvez utiliser les œillets d'Inde, qui sont connus pour éloigner les pucerons. Donc, ces associations, je vous conseille un livre qui s'appelle Les plantes compagnes, qu'on peut trouver facilement sur Internet. Vous tapez ça sur Amazon, n'importe. Et ce livre vous apprendra comment utiliser les plantes comme outil, en fait, et comment positionner intelligemment votre jardin pour qu'il puisse vivre tout seul, qu'il soit un écosystème. Et c'est pas aller artificiellement, c'est pas créer contre la nature, c'est juste accélérer, parce que ce que l'on crée, c'est ce qui va se créer au bout d'un moment si on disparaît. Mais en faisant ces positionnements intelligents, ayant aujourd'hui, on a nos maisons, on a pris voilà notre place dans la nature, sachons la recréer correctement pour faire que ça soit un véritable écosystème. Je vais citer des petits exemples, ça peut être pas mal. Premier exemple pour travailler, donc parce que la permaculture, c'est en gros travailler sur une petite surface. Vous l'avez compris, j'avais dit déjà de mettre des salades avec de l'ail, des oignons. Donc on va essayer de travailler sur la verticalité en construisant des structures. Sur ma part, ayant un tout petit terrain, donc j'ai démarré sur 70 cm². Là, je pars vraiment d'une toute petite parcelle. Des cadres carrés, 70 cm², puis un autre qui en fait 60 cm², puis un autre qui en fait 50, etc. 5 cadres comme ça, empilés l'un sur l'autre. Et chaque cadre avant rempli par un mélange, une couche de paille, une couche de fumier, une couche de terre, et un paillage dessus. Ce qui fait que ça m'a permis dessus d'y planter une cinquantaine de fraisiers, plus entre des salades, plus entre des choux. Donc du coup c'est vraiment un gain de place, et ça permet d'essayer. Là j'ai fait vraiment, par contre ça je vais dire au pif. J'ai pas regardé dans un bouquin, je me suis pas renseigné s'il fallait que je mette les salades machin. J'ai juste fait en sorte qu'il y ait de la place pour les racines. Voilà. Donc normalement ça devrait se développer. Est-ce qu'elles ont des interactions bénéfiques? On va le découvrir par la suite. La réalisation, donc c'était vraiment de la récup, des planches, voilà, de lambris, mis avec des vis en cadre.
Et après, empiler, rempli de terre, c'est assez simple. L'entretien, normalement, bah, à part pailler de temps en temps, histoire de bien conserver l'humidité dans le sol, il y a vraiment rien à faire. Et l'utilité, c'est top, quoi. Le second truc pratique, la seconde pratique, ce serait la butte sandwich. La butte sandwich, alors, c'est le fait de faire une butte, mais pas n'importe comment. C'est une butte dite auto-fertile qui va en fait se décomposer d'elle-même pendant 20 ans. Donc, pour la faire, on va creuser un trou de 45 centimètres de profondeur sur une longueur donnée. Et on va le remplir de gros rondins de bois et on va le recouvrir de paille qu'on va arroser. Donc les rondins de bois ont vraiment... moi, sur un petit trou d'un mètre carré, j'ai rempli deux caisses de rondins. Donc il faut vraiment, vraiment y aller. Et ensuite, par-dessus, on met un tapis de paille, on l'arrose. Ça permet d'activer la décomposition. Et puis, alors, le tapis de paille, 10 centimètres d'épaisseur, hein, quelle que soit la longueur de la butte. De préférence, je tiens à préciser, la butte, c'est mieux qu'elle soit orientée nord-sud, hein, pour que, du coup, qu'elle prenne le soleil sur ses chaque flanc, que ça crée des microclimats, en fait. Et donc, je reviens. Après la paille arrosée, je mets le fumier, que j'arrose encore abondamment. Alors, le fumier, pareil, 10 centimètres d'épaisseur, au moins. Et après, par-dessus, on remet la terre qu'on a creusée, encore une dizaine de centimètres d'épaisseur, et par-dessus, un BRF, un paillage d'arbres fruitiers de son jardin, de végétaux, de ce qu'on veut, ou simplement de la paille, pour retenir l'humidité. C'est vraiment important, le paillage. Alors, avant de pailler, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des bouteilles, on découpe le fond, et on les met à l'envers, pour pouvoir, en fait, une fois que c'est paillé, arroser vraiment directement sur la terre. C'est plus pratique. Donc la réalisation, ça demande quand même une pelle, une bêche, de quoi creuser, de la paille, de la paille que vous pouvez demander à un centre équestre, ainsi que le fumier de cheval. La terre, vous en aurez beaucoup en creusant, croyez-moi. Et les branches de bois, si vous avez une forêt, c'est l'idéal. Vous les ramassez directement au sol et c'est top. Euh, pour l'entretien, il n'y a rien à faire, à part peut-être renouveler le paillage, de temps en temps reformer les buttes quand elles se tassent. Sinon, la butte devrait être auto-fertile pendant une vingtaine d'années, suivant la quantité de bois que vous avez mis. Sachant que le bois se décompose, mais c'est pas lui qui fait vraiment la chose, c'est plus la paille, le fumier. Le bois a plus un rôle d'aération, on va dire. Mais plus il y en a, plus ça dure. L'utilité de ça, c'est en même temps d'avoir une plus grande surface. Vu qu'on est en butte et au lieu à plat, on fonctionne en 3D. Et là, en fait, sur une rangée de radis, par exemple, vous allez pouvoir en planter une rangée de plus. Et c'est pas négligeable d'avoir une rangée de plus suivant la longueur d'une butte. Euh, voilà, suivant la mare. La mare. Alors, c'est un petit point d'eau, mais un petit point d'eau, c'est pas anodin. Ça sert pour beaucoup d'animaux, beaucoup de faune, notamment les crapauds, les libellules, aussi les moustiques, malheureusement. Mais en créant cet écosystème, vous pourrez peut-être mettre un petit poisson rouge et ça vous enlèvera les petits moustiques, ça mangera les larves. Et les libellules mangeront les moustiques en l'air. Mais cette eau dans votre sol va avoir un rôle de tampon. En fait, quand il y aura des changements de température, la température se fera moins changeante, moins directe, plus progressive aux alentours, grâce à la température que l'eau pourra avoir chargée. Là, s'il a fait très chaud, l'eau va être chaude. Quand il va faire froid d'un coup, l'eau restera encore chaude. Ça fera un effet tampon. Et inversement. La mare, c'est assez simple, hein. Vous creusez un trou, vous mettez une bâche géotextile, une autre bâche par-dessus, et vous mettez des cailloux si vous voulez. Faut faire attention de ne pas déchirer la bâche. Vous remplissez de l'eau. Le but étant surtout que la fontaine bouge.
Il faut rendre l'eau. Enfin, c'est pas obligatoire, mais vous aurez plus de moustiques. Donc, faites qu'elle bouge. Il y a des pompes solaires qui coûtent alors 10 € sur Amazon. Je fais un petit coup de pub et qui dès qu'elles ont donc du soleil direct, elles ont un petit panneau solaire, une petite pompe et elles peuvent vous faire une petite fontaine qui fait bouger l'eau. C'est assez sympa, ça fait un petit bruit d'eau et en même temps, ça a une utilité dans le jardin. Autre réalisation, vous pouvez faire des jardinières en haie. C'est-à-dire utiliser, alors pour ma part, j'ai utilisé une palette qui était assez longue, que j'ai coupée et que j'ai enfoncée dans le sol et sur laquelle j'ai vissé directement des jardinières. Dans ces jardinières, j'y ai planté des salades au premier étage, en fait, c'est pour essayer de les protéger des limaces, bien qu'elles y montent, ça. Et au-dessus, j'y ai mis des fraises, histoire qu'en fait, elles tombent et qu'elles pentent et que ça fasse une sorte de haie fruitière. Parce que, en fait, en plus, je ne l'ai pas posé n'importe où. J'ai vu que le vent venait d'une direction, enfin, de ma fontaine à fraises, en l'occurrence. Et juste à côté, j'ai mis cette haie pour protéger la butte qui est juste derrière. Ça, la réalisation, ça a été 5 minutes, hein, à coup de vis et à coup de scie. L'entretien, faut faire attention que ça tombe pas. C'est un peu tout. Et l'utilité, déjà, c'est joli, ça vous permet de vous cacher. Ça permet de limiter la venue des ravageurs. Et c'est bien. Voilà. Dernière petite réalisation, le potager surélevé. Alors, je vais prendre l'exemple du potager donc, que j'ai fait. C'est un potager, donc, à la base, c'est des carreaux de 1,20 m sur 1,20 m qu'on met au sol pour protéger, qu'on met au sol directement et qu'on remplit de terre. Ce que j'ai créé, moi, en prenant du bois, c'est une table à roulettes de 1 mètre de haut, peut-être 1,10 m, 1,20 m. Avec des rangements en dessous, ce qui permet en fait de jardiner déjà en hauteur. J'y ai créé un petit tunnel pour protéger de l'hiver. Et en même temps, donc l'avantage, c'est que le fait que la terre ne soit pas au contact du sol, mais qu'elle soit en l'air, dans un bac, la terre se réchauffe, le sol se réchauffe plus vite. Et donc l'eau s'évapore plus vite et donc les racines peuvent plus vite respirer. Ça évite ça fait un meilleur drainage, on va dire. Et donc du coup, il faut quand même plus souvent irriguer, plus souvent arroser. Mais c'est quand même relativement bien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la permaculture pour aujourd'hui. Il y aura une suite sur un autre podcast parce que je fais une deuxième semaine de formation où là, ça va être un peu plus pratique que théorique. Donc, j'aurai à ce moment-là, je pense, une nouvelle vision encore de la chose, de nouvelles choses à vous montrer, à vous parler. Donc, on se retrouvera la prochaine fois pour un dossier numéro 2 de la permaculture. Et sur ce que je vais vous dire, c'est vous rappeler que vous pouvez retrouver l'ensemble du podcast donc sur kitcast.net, tous les liens. Je mettrai des liens aussi pour la permaculture vers la ferme du Bec et Loin. Il y a un fond documentaire très 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 bien qu'il faut voir. Je vous rappelle d'aller voir aussi la série El Jardinero. Il y aura de la permaculture dedans. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais il y en aura. Voilà. Et du coup, je vous dis, j'espère à bientôt dans le KitCast numéro 2. Allez, ciao! Les chroniques d'un podcasteur solitaire dans un web dangereux. Bird et son podcast. Un héros des temps modernes. Dernier recours des technophiles, high-tech addicts et autres geeks. Des news, des dossiers spéciaux, de la déconne et de la bonne humeur. À bientôt sur